bienvenue dans cette nouvelle présentation consacrée à John Stuart Mill. C'est un philosophe et économiste britannique du 19e siècle. John Stuart Mill est né le 20 mai 1806 à Londres. Il est le fils aîné de James Mill, un philosophe et économiste proche de Bentham et de Ricardo. Le père de John Stuart Mill lui a donné dès son plus jeune âge une éducation rigoureuse et complète inspirée par les principes de l'utilitarisme de Bentham. Il a appris le grec à l'âge de 3 ans et le latin à 8 ans. Et il a étudié plein d'autres matières comme l'histoire, la physique, l'arithmétique et même la poésie. Il commençait les cours d'économie politique à l'âge de 13 ans. Il a aussi étudié la richesse des nations de Adam Smith et a fait la connaissance avec pas mal d'économistes à l'époque comme Ricardo, Hume et surtout Bentham qui va beaucoup l'influencer dans ses idées. En 1820 et 1821, John Stuart Mill a passé 1 an en France. Il a été invité à l'époque par le frère de Bentham. Pendant ce séjour, il a perfectionné le français, sa connaissance de la littérature française et a suivi des cours de chimie, mais aussi d'autres matières comme les mathématiques, la logique à l'université de Montpellier et sur le chemin du retour, il a passé du temps chez Jean-Baptiste Say. À son retour en Angleterre, Mill a repris ses études et a annoté les principes d'économie politique que son père s'apprêtait à publier. Il a également étudié le traité de législation de Bentham, qui a eu une influence considérable sur sa propre pensée. Il est décédé en 1873 et a laissé derrière lui une œuvre impressionnante et un héritage durable qui continue d'influencer la pensée politique et économique jusqu'à aujourd'hui. Il n'était pas qu'un simple économiste, mais il était également un ardent défenseur des libertés individuelles et de la démocratie. Pour les principaux ouvrages de John Stuart Mill, on peut noter Principes d'économie politique publié en 1848, Principes du gouvernement représentatif publié en 1861. Sur la liberté 1859. Les limites de l'autorité de l'État sur l'individu. 1859. Examen de l'état des relations entre les deux races dans le monde. 1869. Les droits et les devoirs de la femme en tant que citoyenne. 1869. La liberté et le droit. 1874. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'ouvrage principal de John Stuart Mill en sciences économiques, à savoir Principes d'économie politique publié en 1848. Je vais aborder maintenant quelques idées principales de John Stuart Mill en économie. Sa vision globale de l'économie met l'accent sur l'utilité sociale et la justice dans son ensemble. Par rapport à l'utilité sociale, John Stuart Mill soutient que les décisions économiques doivent être prises en tenant compte de leur impact sur la société dans son ensemble et non uniquement sur les individus qui les prennent. En fait, pour lui, chaque décision économique doit prendre en compte les bénéfices et les coûts qui doivent être équitablement répartis sur l'ensemble de la société. John Stuart Mill soutient également que la justice est un élément clé de l'économie et que les inégalités économiques doivent être justifiées. D'après lui, dans ce cadre, il est important de veiller à ce que les individus soient traités de manière équitable, mais aussi que les bénéfices de la croissance économique soient répartis également de manière équitable. Par rapport à l'intervention de l'État, John Stuart Mill soutient que l'État doit intervenir en économie, notamment en mettant en place des réglementations pour protéger les individus et la société contre les abus du pouvoir économique. Mais en même temps, la liberté économique des individus est très importante. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un équilibre entre la liberté individuelle et l'intérêt collectif pour John Stuart Mill. Mais l'idée principale de John Stuart Mill est celle de l'utilitarisme. Le principe de l'utilitarisme est simple. Selon ce principe, l'action la plus juste est celle qui produit le plus grand bien-être pour le plus grand nombre de personnes. Je vous donne un exemple pratique de l'utilitarisme de John Stuart Mill. Supposons que vous soyez un décideur politique qui doit décider si vous allez investir dans un projet de construction d'une nouvelle école dans votre ville.
selon le principe de l'utilitarisme, vous devriez évaluer les différents impacts de cette décision sur les personnes concernées. Si vous pensez par exemple que ce projet d'école permettra d'améliorer l'éducation des enfants et de leur offrir de meilleures opportunités dans l'avenir, cela pourrait être considéré comme une action juste selon l'utilitarisme de Mill, car cela produirait un bien-être pour un grand nombre de personnes. Par contre, si vous pensez que le projet d'école sera coûteux et qu'il pourrait entraîner des hausses d'impôts, vous devriez également prendre en compte cet impact négatif et peser les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision finale. Et dans le monde de l'entreprise, on peut être amené à choisir entre plusieurs projets. On suppose par exemple que vous avez deux projets. Le premier projet permettrait à votre entreprise de réaliser un bénéfice important, mais il pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement. Alors que le deuxième projet ne rapporterait pas autant d'argent, mais serait respectueux de l'environnement. Alors dans ce cas, selon l'utilitarisme de John Stuart Mill, vous devriez évaluer les différents impacts de ces deux projets sur les personnes concernées et sur la société entière. Si vous pensez que le premier projet produirait un bien-être pour votre entreprise et ses employés, mais qu'il y aurait un impact négatif sur l'environnement et sur d'autres personnes, vous devriez peut-être choisir le deuxième projet, qui produirait moins de bénéfices, mais qui aurait un impact positif sur l'environnement et sur d'autres personnes. En résumé, ce principe de l'utilitarisme soutient que l'action la plus juste est celle qui produit le plus grand bien-être pour le plus grand nombre de personnes. On va voir quelques idées et quelques passages traités dans le livre Principes d'économie politique de John Stuart Mill, publié en 1848. Je vais vous lire ce premier passage sur la répartition de la richesse chez John Stuart Mill. La société peut soumettre la répartition de la richesse aux règles qu'elle juge les meilleures. Mais les résultats pratiques qui vont résulter de l'application de ces règles doivent être découverts comme toute autre vérité physique ou mentale, grâce à l'observation et au raisonnement. Alors c'est un passage très important chez cet économiste. La répartition de la richesse dans une société n'a rien de naturel, mais ça vient principalement des lois, des coutumes, des règles installées dans la société. Et ces règles de répartition peuvent donner lieu des fois à un énorme écart entre les pauvres et les riches. Par rapport à la monnaie, il adopte la même vision que les autres économistes classiques. Dans ce cadre, il dit « La monnaie est un simple dispositif destiné à faciliter les échanges et qui n'affecte pas les lois de la valeur. » Par rapport à sa vision de richesse, il se rapproche plutôt de l'économiste Jean-Baptiste Say. La richesse est simplement la faculté de satisfaire les besoins et les désirs de l'homme. C'est ce que les économistes appellent la puissance d'achat. Là, on s'écarte un petit peu d'Adam Smith et Ricardo par rapport à leur vision de la valeur des biens, qui se rapporte plutôt à l'effort de travail effectué pour les produire. Un autre passage intéressant, les salaires, comme tous les autres prix, dépendent de l'offre et de la demande. En fait, on voit avec la vision de John Stuart Mill qu'on se rapproche des néoclassiques dans sa façon de voir sa notion de valeur qui est liée plutôt à la notion de l'offre et de la demande et surtout à la notion de l'utilité. D'ailleurs, on considère que John Stuart Mill est le dernier économiste de l'école classique. Et juste après, il y a l'école néoclassique qui va avoir une autre approche de l'économie. Un autre passage, la liberté est nécessaire non seulement pour que l'individu puisse satisfaire ses propres besoins et désirs, mais aussi pour qu'il puisse contribuer à la satisfaction des besoins et des désirs des autres. Un autre passage intéressant, le capital est une source de richesse, non pas en tant qu'il est capital, mais en tant qu'il est employé pour produire des biens utiles. Et dans le cadre du commerce international, il se rapproche de David Ricardo. Le principal avantage de la liberté commerciale réside dans le fait qu'elle permet à chaque pays de se spécialiser dans la production de biens pour lesquels il est le plus avantagé et de les échanger contre d'autres biens produits dans d'autres pays. Voilà un peu quelques passages intéressants de John Stuart Mill développés dans son livre Les principes de l'économie politique.